Comment est-ce qu'un pays passe des ruines de la guerre à une puissance moderne en seulement quelques décennies? C'est l'histoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, l'histoire de la France depuis 1945. Et c'est une véritable saga faite de crises, de reconstruction et de transformations vraiment profondes. Alors pour commencer, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1945. La France sort à peine de l'ombre de la guerre, les villes sont dévastées, l'économie est à terre, et c'est toute une société qu'il faut reconstruire, que ce soit matériellement ou moralement. Le défi est tout simplement immense. La question, c'est donc comment on passe de ce champ de ruines à la modernité. C'est un récit qui est fait de choix politiques audacieux, de crises profondes, oui, mais aussi de progrès sociaux tout à fait remarquables. Allez, on commence par le tout début. Juste après la libération, la France, c'est un immense chantier. C'est une période absolument cruciale. Un moment où il faut décider de l'avenir et poser les toutes premières fondations d'un nouveau pays. Et tout de suite, des décisions fondatrices sont prises. Le gouvernement provisoire, le GPRF, restaure la démocratie. Et puis, il y a cet acte majeur, attendu depuis si longtemps. Les femmes obtiennent enfin le droit de vote. C'est vraiment sur ces bases, directement inspirées par l'esprit de la résistance, que la nouvelle France va commencer à se bâtir. Au cœur de ce nouveau projet, on trouve une notion essentielle, l'État-providence. L'idée, elle est assez simple, mais pour l'époque, elle est révolutionnaire. L'État n'est plus juste un arbitre, non, il devient un acteur engagé dans le bien-être de ses citoyens. La création de la sécurité sociale, par exemple, en est le pilier central. Et vous savez quoi? Ça marche. La reconstruction, c'est une formidable locomotive pour l'économie. À ça, il faut ajouter un coup de pouce qui a été crucial, le plan Marshall. Cette aide américaine a injecté les capitaux nécessaires pour vraiment relancer la machine industrielle à plein régime. D'ailleurs, cette période faste, elle porte un nom qui est entré dans l'histoire, les 30 Glorieuses. Imaginez un peu, 3 décennies de croissance quasi non-stop, le plein emploi. C'est une ère qui va complètement transformer la société et le quotidien de millions de personnes. Mais il y a un mais, un gros problème même. Le système politique en place, la 4e République, est très fragile. Les gouvernements tombent les uns après les autres. Et surtout, ce régime se montre incapable de gérer la fin de l'empire colonial. Il va s'enliser dans les guerres, d'abord en Indochine, puis en Algérie. Cette instabilité permanente et la guerre d'Algérie vont finir par provoquer une rupture brutale. Une nouvelle ère s'ouvre, celle d'un régime pensé pour être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable, la 5e République. C'est vraiment la crise algérienne qui, en 1958, met le feu aux poudres. La France est au bord de la guerre civile, littéralement. Pour éviter le chaos, le pays se tourne vers une figure historique, le général de Gaulle. Il accepte de revenir au pouvoir, mais il pose une condition. Il faut rédiger une toute nouvelle constitution, et là, le changement est radical. Ce n'est pas une petite retouche, c'est un vrai basculement du pouvoir. On laisse tomber le régime parlementaire instable et on passe à un système où le président a, cette fois, de vrais pouvoirs. Et la grande nouveauté, à partir de 1962, c'est que ce président, il sera élu directement par le peuple. L'objectif derrière tout ça, il est limpide, garantir la stabilité, à tout prix. Sous cette nouvelle république, la prospérité des 30 Glorieuses continue de plus belle. Mais attention, sous le vernis de la croissance économique, ça commence à bouillonner. La jeunesse, nombreuse, celle du baby-boom, s'agite. Elle ne se reconnaît plus du tout dans les valeurs traditionnelles d'une France qu'elle trouve beaucoup trop rigide. Si on devait résumer l'état d'esprit de l'époque, ce serait ça. Une aspiration à de nouvelles libertés, un désir de modernité. Il y a une soif de changement qui ne touche pas seulement l'économie, mais aussi les mœurs, la culture, bref, toutes les relations sociales. Et cette aspiration, elle va littéralement exploser en mai 1968. Ce qui commence comme une révolte étudiante dans les universités se transforme en une grève générale massive, immense, qui paralyse le pays tout entier. Pendant des semaines, c'est un choc culturel et social d'une ampleur totalement inédite. L'impact de mai 68 va être énorme et durable. Dans les années qui suivent, une vraie vague de réformes modernise la société en profondeur. La majorité qui passe à 18 ans, des droits fondamentaux pour les femmes, avec la légalisation de la contraception et de l'avortement, le divorce qui est simplifié, la France a vraiment changé de visage. Ce nouveau système politique, plus stable, va alors être mis à l'épreuve par de nouvelles réalités économiques et sociales. Et il va devoir prouver sa capacité à s'adapter. Eh oui, parce que les 30 Glorieuses, malheureusement, ne sont pas éternelles. Le choc pétrolier de 1973, c'est un tournant brutal. La croissance spectaculaire s'arrête net et le chômage de masse fait son grand retour. La France entre dans une nouvelle ère, une ère bien plus difficile, bien plus incertaine.
Et c'est au milieu de toutes ces difficultés qu'un véritable séisme politique se prépare. Nous sommes en 1991. L'année de l'alternance. Pour la toute première fois de l'histoire de la vraie République, la gauche arrive au pouvoir, avec l'élection de François Mitterrand. C'est un moment absolument clé, ça prouve que les institutions sont assez solides pour supporter un changement de cap politique majeur, et ce de manière totalement pacifique. Le système va même prouver sa souplesse face à une situation politique un peu typiquement française, on pourrait dire, la cohabitation. À partir de 1986, on va voir des présidents et des premiers ministres de camps politiques opposés. Ils sont obligés de gouverner ensemble, un vrai test pour la solidité des institutions. Et depuis, la République n'a cessé de s'adapter. On a eu plus de pouvoir pour les régions avec la décentralisation, un engagement toujours plus fort dans la construction européenne, de nouvelles réformes sociales comme les 35 heures, et même l'écologie qui a été inscrite au plus haut niveau de la loi. Bon, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui définit, au fond, cette République française d'aujourd'hui? S'il y a une chose à retenir, c'est avant tout ce chemin incroyable, passer de la fragilité à une vraie stabilité. C'est aussi l'affirmation d'un modèle social fort, cet État-providence. C'est l'histoire d'une société qui n'arrête jamais d'évoluer. Et surtout, c'est l'histoire d'un système politique qui a su montrer une capacité d'adaptation assez remarquable. On termine donc avec une question ouverte. La République a surmonté la décolonisation, des révoltes sociales, des crises économiques. La question reste entière aujourd'hui. Quel sera le prochain grand défi qu'elle devra affronter pour, encore une fois, continuer à se réinventer ?